À la fin des années 90, le catch a connu une transformation radicale. Fini le temps des héros classiques affrontant de vilains caricaturaux, une nouvelle ère s'installait, plus brutale, plus provocante, où les règles étaient faites pour être brisées. Et au cœur de cette révolution, les factions ont pris une place prépondérante. D'un côté, à la WCW, la NWO imposait sa loi en dominant l'écran et en écrasant toute opposition. Il n'était pas juste un clan, mais un véritable phénomène, changeant à jamais le paysage du business. Mais à la WWE, un autre groupe était prêt à répondre avec la même insolence et à défier l'autorité en place. D-Génération X. Avec leur humour provocateur, leur attitude irrévérencieuse et leur style inimitable, ils ont incarné l'esprit rebelle de toute une génération. Là où la NWO jouait sur la domination et l'intimidation, DX misait sur la provocation et l'excès, n'hésitant pas à ridiculiser ses adversaires et à franchir toutes les limites. Peu importe qu'il s'agisse de leur première, deuxième, troisième ou même quatrième incarnation, ils ont toujours su défier les bonnes personnes et en sortir vainqueurs. Alors, pour les milliers de personnes présentes et les millions de téléspectateurs à la maison, préparons-nous à plonger profondément dans l'histoire de D-Génération X. From the hours of 9 to 10 p.m., we will only use the words ass, damn, and hell. We will, however, never use the words or any other sexual or racial slurs. Bien sûr, tout commence avec la clique. En effet, au milieu des années 90, les coulisses de la WWE étaient pratiquement dirigées par 5 hommes, Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, Triple H et Sean Waltman. Ces amis, qui étaient collectivement connus sous le nom de la clique, utilisaient régulièrement leur pouvoir politique pour obtenir les meilleures places sur la carte, tout en enterrant ceux qu'ils n'aimaient pas. En 1996 cependant, les problèmes financiers de la compagnie et les promesses de contrats lucratifs de la part de Ted Turner poussèrent deux d'entre eux, Hall et Nash, à changer de camp, bientôt rejoints par Waltman. Cela laissa l'unité de pouvoir en coulisses réduite à une ombre de ce qu'elle était autrefois, puisqu'il ne restait plus que HBK et The Game. En plus de cela, Vince McMahon ayant désormais appris sa leçon, faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les membres restants de la clique de se retrouver ensemble. C'est ainsi qu'en 1997, Michaels se retrouva dans une rivalité majeure avec Bret Hart, tandis que bien plus bas sur la carte, Triple H progressait dans la mid-card, ayant récemment ajouté une garde du corps à son personnage sous la forme de Chyna. Mais malgré la volonté du patron de les séparer, ils restaient proches en dehors des caméras. Et étant donné l'influence considérable que HBK avait encore à cette époque, il réussit finalement à convaincre McMahon de les réunir à l'écran. Cela se produisit pour la première fois dans l'épisode de Raw du 11 août 1997, lorsque The Game et Chyna intervinrent tous les deux dans le match du champion contre Mankind. Avec l'implication à l'écran que comme le noble de Greenwich était déjà en rivalité avec Mankind à ce moment-là, les deux Heels avaient forgé une alliance pour la suite. Et peu après cela, un quatrième membre rejoignit également le groupe naissant sous la forme de Rick Rude, quelqu'un qui était désigné comme leur police d'assurance et qui veillait depuis le bord du ring lorsque Shawn et Hunter faisaient équipe contre Mankind et l'Undertaker. Ce dernier étant l'adversaire du champion lors du pay-per-view Ground Zero in Your House. D'ailleurs, au moment où le match arriva, Triple H et Chyna restèrent dans le coin de leur ami, l'aidant tout au long de l'affrontement qui finit par dégénérer en bagarre générale et se conclut finalement en no contest. Oui, le message était clair. Si vous vous attaquiez à un membre de ce nouveau groupe, vous vous attaquiez à tous. Et au fil des semaines, alors que leur rivalité avec l'Undertaker continuait, ils continuaient à devenir de plus en plus populaires, malgré leur statut de heel. Leur humour cru lors des interviews et leurs attitudes anti-autorité correspondaient parfaitement à la culture de la fin des années 90 centrée sur l'anti-héros. En fait, c'est après avoir vu un segment où le groupe est entré sur le ring avec des chaussettes roulées dans leurs shorts que McMahon aurait décidé que c'était la direction que l'entreprise devait prendre à l'avenir, arguant que leur attitude était ce dont la compagnie avait besoin. C'est aussi à cette époque que, tout en étant toujours en rivalité avec le Deadman, le groupe fit un bref détour lorsque HBK se prépara pour un match de championnat européen contre le British Bulldog lors du pay-per-view britannique du 20 septembre, One Night Only. Mais cette nuit-là, bien que le Bulldog ait été informé qu'il allait gagner et ait donc dédié la victoire à sa jeune sœur qui luttait contre un cancer à l'époque, le capricieux Michael se finit par changer la fin du match pour ressortir champion à la place. Ce qui provoqua une immense colère en coulisses, particulièrement chez la famille Hart. En effet, à ce stade, la haine réelle entre HBK et Bret Hart était devenue si intense qu'elle s'était infiltrée dans leur segment de promo à l'écran. La WWE, consciente du potentiel énorme de ce match en termes de revenus, tenta de canaliser cette animosité vers un affrontement professionnel sur le ring. Mais avant cela, le nouveau champion d'Europe devait régler son compte avec l'Undertaker dans le tout premier Hell in a Cell match, une stipulation spécifiquement conçue pour empêcher Triple H, Chyna et Rick Rude d'intervenir. Au final, c'est le début surprise de Kane qui permit à Michaels non seulement de remporter la victoire cette nuit-là, mais aussi de devenir challenger numéro 1 au titre de la compagnie.
Donc dans les semaines qui suivirent, Michaels et Hart continuèrent à s'envoyer des piques, jusqu'à ce que le Canadien, lors d'une interview, qualifie involontairement ses rivaux de dégénérés. Prenant cela au pied de la lettre, le champion et son acolyte commencèrent alors à se faire appeler Dégénération X, avec l'idée que ce groupe n'était qu'une branche de la clique. Tout comme la NWO à la WCW, eux aussi avaient réussi à diviser pour mieux conquérir l'ensemble de l'industrie du catch. Et bien sûr, si quelqu'un avait un problème avec ça, ils avaient 2 mots pour lui. Mais si leur équipe était déjà très controversée à ce moment-là, tout atteignit un autre niveau le 9 novembre 1997 lors des Survivor Series. Ce soir-là, Michaels et Triple H, de mèche avec Vince McMahon et quelques autres personnes clés, orchestrèrent ce qui allait devenir le Montreal Screwjob, trahissant Bret Hart afin de lui retirer le titre de la WWF avant son départ pour la WCW de Ted Turner. Je n'entrerai pas ici dans les détails de cette affaire car elle mérite son propre récit, mais disons simplement que cet événement fit de DX et de HBK en particulier non seulement les plus grands heels de la compagnie aux yeux des fans, mais aussi les hommes les plus détestés en coulisses. Et bien que le champion ait nié toute implication dans l'affaire pendant des années, peu de gens le croyaient à l'époque. En conséquence, Rick Rude, dégoûté par ce qui s'était passé, quitta immédiatement la compagnie, laissant DX réduit à 3 membres. Mais loin d'être affectés par cette perte, ils capitalisèrent sur la haine immense qu'ils suscitaient désormais. Michaels se retrouva dans une courte rivalité avec Owen Hart, tandis que Triple H et Chyna attirèrent l'attention du commissaire à l'écran de la WWF, le sergent Slaughter. À un moment, Slaughter tenta même de prendre sa revanche sur les heels en les forçant à s'affronter pour le titre européen. Mais Michaels, toujours aussi provocateur, se contenta de donner le titre à Triple H, expliquant qu'il ne l'avait jamais vraiment voulu. Un dernier affront au British Bulldog et au reste de la famille Hart. Il semblait alors que tant que le patron les laisserait faire tout ce qu'ils voulaient, Dégénération X continuerait à dominer la WWF pour longtemps. Néanmoins, tout changea au Royal Rumble 1998. Cette nuit-là, Michaels se subit une blessure sérieuse au dos après avoir percuté le cercueil lors de son match contre l'Undertaker, le laissant pratiquement immobile et incapable de combattre pendant les 2 mois suivants. Comme si cela ne suffisait pas, un autre coup dur frappa des X ce même soir, lorsque Stone Cold Steve Austin, clairement positionné comme le futur visage de la compagnie, remporta le Royal Rumble lui garantissant un match pour le titre de HBK à WrestleMania 14. Mais à ce stade, incertain de pouvoir remonter un jour sur le ring, le champion sombra encore plus profondément dans sa dépendance aux drogues, un problème qu'il traînait depuis un moment déjà. La situation devint si critique que Triple H dut pratiquement devenir son soigneur professionnel, l'aidant à se préparer pour chacune de ses apparitions à l'écran. Au final, malgré des douleurs insoutenables, HBK se présenta à WrestleMania 14 et perdit finalement le titre contre Austin. Beaucoup craignaient qu'il ne sabote le match en refusant de lâcher la ceinture, mais il fit malgré tout ce qui était prévu. Après cela, il devint évident qu'il ne pourra plus lutter et à seulement 32 ans, il fut contraint d'annoncer sa retraite. Dès le lendemain, Triple H prit les devants en déclarant aux fans que si son ami avait laissé tomber la balle, lui était prêt à la ramasser. The Game prit alors la direction du clan afin de former une nouvelle version de Dégénération X, la DX Army pour être exact. Cette fois-ci avec Chyna, les New Age Outlaws et le retour surprise d'un vieil ami de la clique, Sean Waltman, désormais connu sous le nom de X-Pac. En effet, DX avait réussi à renaître de ses cendres, et avec une véritable armée à sa disposition, Triple H allait désormais mener le groupe dans une rivalité contre la Nation of Domination. C'est aussi à ce moment-là que le clan devint officiellement face pour la première fois, leur pitrerie devenant trop drôle pour que les fans ne les soutiennent pas. C'est d'ailleurs durant cette période que DX marqua les esprits en envahissant un show de la WCW qui se tenait juste en face de l'arène où Raw était diffusé le 27 avril 1998. Conduisant une Jeep jusqu'aux portes du bâtiment, ils exigèrent qu'on les laisse entrer, tandis que Triple H excitait la foule en les incitant à scander que la WCW était à chier. Il accusa même la compagnie adverse d'être obligée de distribuer des billets gratuits pour remplir la salle. Et comme si cela ne suffisait pas, la rivalité avec la Nation s'intensifia encore davantage sur le ring. Le 6 juillet 1998, lors d'un épisode de Raw, les membres de la DX parodièrent ouvertement leur adversaire en se déguisant en eux, et en les caricaturant avec des imitations exagérées. Si ce segment fut très populaire à l'époque, il est aujourd'hui rarement mentionné par la compagnie en raison des controverses qui l'ont entouré au fil des années, notamment pour l'utilisation du blackface. Cela dit, c'était un autre temps. Nous étions dans l'ère de South Park et le public de l'époque adorait ce genre d'humour. D'ailleurs, les fans étaient tout aussi emballés quand Triple H se lança ensuite dans une rivalité en solo avec le Rock, une rivalité qui allait déterminer lequel des deux serait le futur visage de la compagnie. Cette guerre se conclut à SummerSlam 98 le 30 août lorsque Triple H battit le Rock dans un match d'échelle. Mais tout ne fut pas rose pour les favoris du public en 98. En effet, un fantôme du passé allait bientôt ressurgir. Shawn Michaels fit son retour à la WWF en tant que commissionnaire à l'écran, devenant un obstacle constant pour ses anciens amis et leur rendant la vie infernale.
Hors caméra, cette tension était d'ailleurs bien réelle, car fatigué du comportement autodestructeur de HBK lié à la drogue, Triple H finit par couper les ponts avec lui, mettant un terme à une amitié qui durait depuis des années. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation allait encore empirer pour DX à l'écran, car petit à petit le groupe commença à se diviser, chacun prenant une direction différente au fil de l'année 99. Tout débuta le 25 janvier lorsque Chyna trahit le clan pour rejoindre la corporation. Peu après, ce fut le tour de Triple H de renouer avec le côté obscur. Lors de WrestleMania 15, il trahit X-Pac se réconciliant avec Chyna et formant avec elle un duo dominant au sein de la corporation. Avec seulement 3 membres restants, X-Pac tenta alors de recruter Kane pour renforcer les rangs de DX. Mais Billy Gunn ne voyait pas cette idée d'un bon œil. Et au fil des semaines, sa frustration grandit, jusqu'à ce qu'il attaque X-Pac lors de l'édition de Sunday Night Heat du 2 mars 99, officialisant son heel turn et quittant le groupe pour poursuivre une carrière en solo. Ne restait alors plus que X-Pac et Road Dogg. Beaucoup pensaient qu'il serait plus logique pour eux de mettre un terme à DX, mais au lieu de cela, ils s'accrochaient au reste du clan, formant un duo qui tentait tant bien que mal de faire revivre la gloire passée. Mais finalement, même cette version réduite de DX perdit son élan, et pour beaucoup, cela signifiait la fin définitive du groupe. C'est pourquoi le retour de DX, désormais DX Corporate, le 25 octobre 1999, surprit tout le monde. Cette fois-ci, il revenait en tant que heel, aidant Triple H à conserver son titre de champion de la compagnie, fraîchement remporté. Et pour solidifier encore plus ce heel turn, X-Pac trahira son ami Kane, lançant ainsi une rivalité entre eux qui durera plusieurs mois. Pendant ce temps, les New Age Outlaws retourneront dans la division par équipe, tandis que Triple H entrera en conflit avec Vince McMahon lui-même. Une rivalité qui prendra une tournure choquante lorsque The Game tentera d'humilier le patron en épousant sa fille Stephanie à Las Vegas après l'avoir fait boire jusqu'à l'ivresse. Oui, malgré le fait que la relation entre Triple H et Chyna soit bien connue du public à l'époque, en kayfabe, ils resteront séparés. La 9e merveille du monde serait volontairement laissée en dehors de cette version de Dégénération X, préparant ainsi le terrain pour une révélation choc. Stephanie était en réalité complice depuis le début. Elle déclara même être tombée amoureuse de Triple H en voyant la manière dont il s'en était pris à son père, ce même père qui avait tenté de la sacrifier à l'Undertaker plus tôt dans l'année. Avec le temps, cette romance de fiction deviendrait une histoire d'amour réel, laissant Chyna sur la touche. Ce triangle amoureux jouera d'ailleurs un rôle dans son départ de la WWE peu après. Mais Stephanie ne sera pas la seule femme à rejoindre cette nouvelle DX, puisque Tori, la petite amie de X-Pac, se joindra également à eux. Ironie du sort, elle était auparavant impliquée dans une storyline avec Kane, avant de le trahir pour s'allier à X-Pac, alors que leur rivalité était toujours en cours. Désormais bien installés, les Degenerates vont inverser les rôles et se comporter en figure d'autorité pour la première fois de leur existence. Cela sera rendu possible par l'alliance de Triple H et Stephanie, le power couple ayant réussi à éjecter Vince et Shane McMahon de la WWE au début de l'année 2000. Et dans ce rôle d'autorité, DX se rendra la vie impossible aux babyface sur le roster, avec une cible principale, Mick Foley, contre qui Triple H défendra le titre de la WWF en janvier et février. Même lorsque Vince et Shane feront leur retour en mars, l'équilibre des pouvoirs ne changera pas vraiment. Très vite, ils se rangeront du côté des heels, ce qui renforcera encore plus l'influence de DX, qui restera la faction dominante de la fédération. C'est ainsi que la première moitié de l'année 2000 sera marquée par la domination du clan McMahon-Helmsley. Triple H, soutenu par DX, restera dans la course au titre de la compagnie face au Rock, tandis que Stephanie McMahon remportera le titre féminin et que Road Dogg et X-Pac retourneront en équipe. Il y aura bien quelques couacs, notamment lorsque Billy Gunn sera expulsé du groupe à cause d'une blessure l'écartant des rings, mais à part cela, tout semblait indiquer un avenir radieux pour les Corporate Degenerate. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses, cela finirait par prendre fin. Durant l'été 2000, Road Dogg et X-Pac, frustrés par leur manque de succès en équipe, se retourneront l'un contre l'autre, amorçant une rivalité qui les mènerait à un match à SummerSlam. Et suite à ce match, ils prendront chacun leur propre chemin, s'éloignant de la Dégénération X. Mais au fond, cela n'avait plus vraiment d'importance pour Triple H. Désormais l'un des plus grands noms de l'industrie et se retrouvant à une place qu'il avait acquise de lui-même et qu'il ne quitterait plus jamais jusqu'à la fin de sa carrière, il n'avait plus besoin de la DX pour asseoir sa légende. Et après une ultime réunion furtive pour affronter les Radicals sur de Raw le 6 novembre 2000, la faction disparaîtra totalement. Jusqu'en 2006 évidemment, date à laquelle l'un des membres originels ferait son grand retour. Vous l'aurez compris, Shawn Michaels. En effet, 4 ans auparavant, HBK était revenu sur le ring après avoir eu le temps de soigner sa blessure au dos, qui l'avait forcé à raccrocher les bottes en 1998. Son retour a alors immédiatement éveillé l'espoir d'un renouveau de DX. D'autant plus que lui et Triple H avaient réglé leurs différends dans la vraie vie. Mais au lieu d'une réunion immédiate, la storyline prendrait une direction différente. Les deux ex-amis s'affronteront dans une rivalité brutale qui les mènera à livrer l'un des plus grands matchs de l'histoire de la WWE à SummerSlam 2002. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et si ça vous intéresse, je vous la mets en description.
Cela dit, en 2006, il semblait enfin que le moment était venu, car à WrestleMania 22 en avril de cette année-là, les deux hommes effectueraient leurs fameux crotch chops lors de leurs matchs respectifs. De là, ils commencèrent à se retrouver à l'écran, unis par un ennemi commun en la personne des McMahon, et ils décidèrent finalement qu'il était temps de revenir aux gloires du passé. Ainsi, lors de l'épisode de Raw du 12 juin, ils se réuniraient officiellement pour prendre en charge les sbires des McMahon, le Spirit Squad, dans un match handicap 5 contre 2 lors de Vengeance le 25 juin. Malgré l'excitation de revoir le duo réuni, les fans qui appréciaient les antiques de DX dans les années 90 seraient finalement quelque peu déçus lorsque cela deviendrait évident. En effet, avec les nouvelles croyances chrétiennes de Shawn Michaels, certains fans plus âgés critiqueraient cette nouvelle version du clan autrefois audacieux pour ces raisons. Cependant, beaucoup d'enfants seraient également introduits à DX pour la première fois et cela deviendrait leur version du groupe. Même Triple H, qui à ce moment-là faisait partie de la famille McMahon dans la vraie vie, jouerait sur l'ironie de la situation dans ses promos. Il argumenterait qu'il était impossible de revenir à l'attitude bruyante et arrogante de leur époque des années 90 car ils approchaient des 40 ans et n'étaient plus ces personnes. Donc avec cette idée en tête, la 4e itération de DX se caractérisait par des gestes beaucoup plus cartoonesques alors que le duo ridiculisait sans cesse Vince et Shane McMahon. Ils auraient également une rivalité notable contre Rated et RKO, avec les vétérans aidant à propulser Edge et Randy Orton à un autre niveau. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait et que les deux hommes prenaient des pauses à la télévision, l'accent se déplacerait de plus en plus de DX vers leur carrière en solo. Cela deviendrait particulièrement apparent lorsque Shawn Michaels déciderait de mettre fin à la série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania en 2009 et 2010. À ce point, il irait jusqu'à mettre sa propre carrière en jeu. Et lorsque Shawn n'y parviendrait pas, étant forcé de prendre sa retraite, Triple H, en signe de solidarité envers son ami, passerait les 2 années suivantes à tenter de battre l'Undertaker, avec tout cela culminant lors du Hell in a Cell à WrestleMania 28, où Michaels agirait en tant qu'arbitre spécial. Après cette nuit-là, réalisant qu'il n'était pas capable de battre l'Undertaker, Triple H se concentrait sur d'autres objectifs tandis que Michaels se retirait définitivement. À partir de là, quelques apparitions occasionnelles auraient lieu, comme le retour de Michaels à Raw 1000 le 23 juillet 2012 où il ferait venir Billy Gunn, Road Dogg et X-Pac. Les 5 membres, avec Triple H inclus, célébreraient dans le ring. Cependant, il devenait clair que les jours de DX en tant que faction active étaient révolus et que tout ce qui suivrait serait une simple nostalgie. Malgré tout, cela resterait un moment nostalgique agréable que la WWE serait plus que disposée à utiliser pour attirer des audiences. En fait, à un moment donné, la WWE parviendrait même à convaincre Triple H et HBK de remonter sur le ring une dernière fois lorsque Michaels sortirait de sa retraite pour une nuit à Crown Jewel le 2 novembre 2018. Mais soyons honnêtes, mieux vaut ne pas trop en parler. Le plus important, c'est de se souvenir de la DX pour ce qu'elle a été à travers ses différentes incarnations, l'un des groupes les plus marquants et influents de l'histoire du catch. Que ce soit leur première version de heel provocateur, la faction délirante et adorée des babyface, les figures d'autorité de l'ère McMahon-Helmsley ou encore les grands gamins de la mi-2000, DX restera toujours l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la WWE. Aujourd'hui, Shawn Michaels s'épanouit en tant que directeur créatif de NXT, tandis que Triple H dirige les shows principaux. Chacun a atteint le sommet qu'il visait dès le début de sa carrière, consolidant ainsi encore plus son héritage. Et avec Shawn Michaels déjà présent au Hall of Fame pour sa légendaire carrière ainsi que celle avec la DX, ce sera au tour de The Game cette année d'être récompensé pour sa carrière tout aussi phénoménale. Et maintenant, une question se pose. Are you ready? Oh yeah. I can't hear you, Kansas City! I said, are